personne n'a vérifié le diplôme de Sassou. Vous l'avez vérifié? Certainement non. Sassou Nguesso lui-même, je sais pas, il est moyennement formé, pardon. Donc, je comprends que pour lui, c'est pratiquement une haine. Il faut absolument détruire ceux qui sont formés. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Donc, il faut détruire ceux qui ont la volonté d'être formés. Mais à la place, qu'est-ce qu'on fait? Le système qui avait commencé avec Ngwabi, le Yaka Noki Noki, vous voyez, il a amplifié. C'est devenu maintenant même le fonctionnement de l'État. Mais les conséquences, c'est que nous allons vers la catastrophe. C'est un crime prémédité d'ailleurs, le fait d'employer des gens qui ne sont pas formés dans le secteur de la santé, c'est quand même un crime, c'est un crime. Et le plus grave, pourquoi c'est criminel, c'est qu'au fond, ces criminels-là vont nourrir les morgues, puisque c'est les gens qui vont distribuer du poison, qui va tuer. Et quand ces gens sont tués, il y en a qui sont plus contents de l'autre côté. Parce qu'on va acheter des cercueils, on va acheter des draps, on va acheter tout ce système-là. On va acheter aussi des caveaux. C'est une mafia, oui, mais une mafia criminelle. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être encore avec nous sur Télar TV pour ce numéro de Droit de savoir, où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Maître Dominique Nkunku pour décrypter l'actualité socio-économique du Congo-Brazzaville. Bonjour, Maître Dominique Nkunku. Bonjour, Monsieur Perrin. Vous allez bien? Très bien. J'espère que c'est le même pour vous. Tout à fait, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, merci de votre disponibilité, mais surtout d'accepter cette interview. C'est pour le Congo, notre pays. Merci. Alors, Maître Dominique Nkunku, au Congo-Brazzaville, vous l'avez probablement constaté aussi, on parle de plus en plus de faux diplômes, un phénomène qui mine pratiquement tous les domaines d'activité du Congo-Brazzaville. La santé n'étant pas épargnée, un secteur pourtant très sensible, d'autant plus qu'il concerne nos vies à nous. C'est l'histoire d'un groupe des Congolais qui avaient été donc formés par la Croix-Rouge 2 ans durant. Après, ils ont passé, je crois, un concours pour être admis, bien entendu, dans les établissements hospitaliers, notamment le CHU. Comble de malheur, c'est que à l'affiche donc de la liste des candidats admis, curieusement, les noms de ces jeunes ont disparu et à la place, on retrouve les noms des personnes qui n'ont même pas participé à la formation ni au concours. Certainement que vous en avez été informé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est vrai, il y a une sorte de privilège d'être connu qui fait que beaucoup de sujets, beaucoup de difficultés qui ont de la peine à émerger ou à être exprimés parce que nous sommes dans un pays terrifiant. Nous sommes dans un pays terrifiant et ces sujets-là, souvent, je suis appelé, on me les explique. Et là, j'ai eu des jeunes étudiants, c'était des étudiants, qui m'ont appelé vraiment affolés, inquiétés, parce qu'il s'agit de leur avenir. En effet, comme vous l'avez très bien résumé, la Croix-Rouge avait lancé, et en plus c'est dans la période grave où il y a eu le coronavirus, donc c'est des jeunes qui ont couru des risques énormes, y compris pour leur vie. Ils faisaient des vaccins, ils faisaient tout cela. En fait, à la fois, ils avaient des formations qui étaient théoriques, vous voyez, les formations théoriques, comme on en fait à l'Ukabu, mais en même temps, il y avait aussi des formations qui étaient plutôt pratiques.
Donc, c'est eux qui faisaient les vaccins, c'est eux qui recevaient les personnes, et donc c'est eux qui étaient confrontés, je dirais, à l'épidémie. Ils auraient pu être beaucoup, auraient pu être atteints, auraient pu être contaminés, et ainsi de suite. Donc, ils ont pris tous ces risques pendant 2 ans, et contractuellement, ces personnes devaient être payées. Et très probablement, ça c'est une chose qui serait intéressante à vérifier, la Croix-Rouge a dû payer le Congo, mais le Congo n'a jamais payé ces jeunes. Donc, première sanction, malgré leur travail, malgré leur disponibilité, malgré la promesse qu'on leur a faite, ces jeunes gens et jeunes filles n'ont jamais été payés. À la fin de cette formation, j'ai dit à la dure, à la fin de cette formation, ils ont subi un concours. Donc, pour vérifier si les formations, tout ce qu'ils ont reçu, ils ont pu le maîtriser, ils ont pu l'ingurgiter, comme on dit. Et donc, il y a une liste qui est sortie, officielle. Il y a une liste officielle qui est sortie, signée même par les autorités, donc des admis et des admises. Et cela signifiait que quand ils sortent de là, immédiatement, ils sont intégrés comme des infirmières, IDE, infirmières d'État, diplômés d'État, donc à l'intérieur du système de santé, et plus particulièrement au CHU. Et malheur, moi qui croyais que ce système l'Iyaka Noki Noki, que vous connaissez sans doute, que ce système l'Iyaka Noki Noki était fini, et en fait, tous ces jeunes, ou la plupart, ont découvert que leur nom sur la liste finale, sur les personnes qui ont été intégrées dans la fonction publique, qui sont maintenant, en fait, qui portent les blouses d'infirmières et d'infirmiers sans avoir été formés. Eh bien, sur cette liste-là, comme celle qui m'en a parlé disait, mais de toutes les façons, ils ont mis les leurs. Ils ont mis les leurs. Donc, ici, je comprends que c'est finalement une double peine. D'abord, on les écarte en faveur des personnes ou des parents qu'on a remplacés. Et non seulement cela, mais à côté, on ne leur a pas payé non plus leurs, j'allais dire, émoluments, ou je ne sais pas s'il faut parler en termes de per diem ou de oui, primes. je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait un revenu qui leur revenait et ils n'ont pas été payés. Alors que, j'insiste bien quand même, vous savez, c'est la période où on a fait du confinement, c'est la période la plus grave, la période où ils auraient même pu perdre leur vie. Ils ont fait tout cela pour la République, ils ont fait tout cela pour que des papas et des mamans soient en bonne santé. Si Tout tant un soit peu, sacrifice, oui. ben oui, oui. En fait, c'est une triple peine. Il y a le sacrifice personnel on les a jamais, on n'a jamais regardé si vraiment il n'y en a pas eu de contaminés ou s'il n'y en aura pas. On les obligeait même à être vaccinés puisqu'ils étaient dans le corps santé. Donc, ils ont été vaccinés. Si tant soit peu que ces vaccins puissent causer des problèmes, en fait, ces jeunes, ils se sont donnés cadeau, comme on dit, quoi. Ça dit qu'ils ils peuvent arriver, que le mal leur arrive, sans pour autant qu'ils ne soient payés, ce qui est grave. Mais pour avoir été traités ainsi, ils n'ont rien entrepris comme démarche pour réclamer justice, tout de même, non? Ah ben si. Ils ont, selon les informations que j'ai reçues, malheureusement, vous savez, Brazzaville, c'était un étouffoir. Hein. Donc, ils ont même fait des marches à l'hôpital général, ils ont même bloqué des visites des malades pour sensibiliser la population. À l'hôpital général, c'est l'ancien temps. Maintenant, je crois que c'est le CHU. Le CHU de Brazzaville, oui. De Brazzaville. Donc, ils ont fait toutes ces démarches, mais évidemment, ça s'est étouffé tout simplement. Tout simplement, puisque vous savez, c'est des petits jeunes. Hein. Ces petits jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent devant le système qui est devenu un système de crocodile, hein, un système congolais comme ça. Je me rappelle d'ailleurs même les infirmiers en titre. Avant, il fut un moment, ils avaient fait des grèves, mais c'est des grèves qui n'ont jamais rien donné. Donc, imaginez le groupe de jeunes, mais ils ont agi à leur niveau. Et c'est dans cette démarche-là, quand ils ont vu qu'on les a étouffés, en fait, à la limite,
circulé, comme on dit, il n'y a rien à voir. Ils se sont dit, il faut peut-être chercher une personne capable de porter le problème à un niveau national. Et ils sont venus me voir. Donc, c'est pour cela que, à la fois, je plaide leur cause et également, je revendique. Je revendique Oui, parce oui, que. oui, mais maître Dominique Nkonkou, au-delà de dénoncer ou de, en fait, d'informer, tel que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qui est faisable concrètement à votre niveau? Je parle quand même à un avocat. Oui, oui, mais moi, je suis prêt à. La décision que j'ai pu prendre, c'est que je prendrai un avocat. Je vais payer de moi-même. Je vais payer un avocat, puisque je sais que si je compte sur la solidarité ou sur quoi que ce soit, rien ne se fera. Moi, je veux payer un avocat. Je voudrais qu'il y ait une action en fait qui soit une action référée, de telle façon qu'une action référée contre le ministre, contre l'État congolais. C'est quand même l'État congolais qui est à la base, vous voyez. C'est pas contre le petit CHU où la trésorerie, elle est plutôt mesquine, c'est une petite trésorerie. Mais il faut qu'il y ait une action qui soit menée. Dès ce soir ou demain, je saisirai un confrère à Brazzaville que je vais payer. S'il y a des Congolais qui veulent participer à une action pareille, ils sont les bienvenus, bien entendu. Et également que ces jeunes puissent demander des dommages-intérêts, qu'on les réintègre d'abord, parce que c'est un droit. C'est quand même, il faut arrêter ces systèmes. La méritocratie doit fonctionner. C'est ce qui fait que, comme vous avez dit vous-même, c'est quand même un domaine très sensible, la santé. C'est de notre santé qu'il s'agit. Si déjà ces gens, nos parents, ils ne mangent pas, ils n'ont pas de salaire, alors que beaucoup je dirais, ont versé les pensions. Il y en a qui sont retraités, qui meurent comme des chiens. Et là, en plus, le plus grave, c'est que leurs enfants, nos enfants, vos enfants, qui se sacrifient jour et nuit, même en passant derrière les patients, je dirais, qui auraient pu être contagieux, et également se faisant vacciner, alors que peut-être qu'ils auraient pu se priver de cela, ces garçons, ces filles, on n'a pas reconnu leur mérite. Mais quelle est cette Est-ce République? que cela veut dire également que dans votre plaidoirie, tel que vous êtes en train de le faire, c'est aussi une manière d'interpeller la Croix-Rouge qui doit en être également responsable? Ah ben, j'ai pris la décision personnellement d'écrire à la Croix-Rouge, puisque leur siège est à Genève, c'est quand même la Croix-Rouge, elle est impliquée. Oui, ça fait penser un peu à l'histoire du disparu du beach. Vous vous rappelez l'histoire, vous voyez? Le HCR était impliqué, et heureusement d'ailleurs, c'est ça qui a permis que cette affaire puisse rebondir au maximum. Le HCR était impliqué, et puis on ramène des personnes Sur de le territoire Kinshasa. congolais, et puis bon, voilà, ils sont Mais, rattrapés mais puis on exécutés. est exécuté, et on arrive à la même scène. La Croix-Rouge est concernée, la Croix-Rouge est prise à partie. Moi, je la prends à partie. Parce que c'est quand même, ou c'est une fausse promesse, alors que les jeunes ont travaillé, ou ma foi, ils sont responsables. Et dans ces cas, il faut qu'on sache, comme on dit, qu'ils déclarent ce qu'ils ont payé à l'État congolais. Ce qu'ils ont payé au ministère de la Santé. Et ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête, cette histoire-là. Oui, il faut que ça s'arrête, mais on a l'impression que c'est tout un système qui est comme ça, et c'est fait exprès, voilà, qui relance d'ailleurs le débat sur les 250 faux diplômes qu'un directeur général, d'ailleurs le Canadien, en fait, qui avait été nommé au CHU, qui après avoir constaté l'incompétence de ses services, avait, je crois, initié un contrôle au niveau de la qualité du personnel. Et il ressortait que 250 agents avaient des faux diplômes, médecins comme infirmiers, hein, le personnel médical, mais en plus, il y avait aussi 120 fonctionnaires fictifs, en fait, des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on comptabilise dans cet établissement et qui sont payés, curieusement. Et oui. Et cette affaire, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été traitée. On n'a jamais su l'issue de cette enquête. Eh bien, moi, je vais me mettre maintenant à traiter les affaires congolaises. Parce que je crois qu'il faut qu'à un moment donné, que tout ça, ça s'arrête. On ne peut pas vivre. Vous voyez, par exemple, la santé. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que
cet hôpital-là, le CHU, est devenu un mouroir. Mais comme vous dites, s'il y a 150 personnes qui ont des faux diplômes, 250 faux diplômes et 250, 120 fictifs. Encore, je minore. Si c'est 250, c'est 250 personnes qui injectent les gens, qui prescrivent des choses, mais qui n'ont pas les compétences. Curieusement, maître, c'est à l'exemple ce que vous venez de nous expliquer d'entrée de jeu, c'est-à-dire il y a des jeunes Congolais qui ont satisfait un concours, mais à la place de ces jeunes, on fait appel à d'autres personnes, c'est-à-dire aux parents, et qu'on intègre dans ces hôpitaux qui n'ont jamais appris la médecine, qui n'ont pas de diplôme, et on se retrouve évidemment avec de tels phénomènes où on retrouve 250 personnes, c'est quand même beaucoup dans un établissement hospitalier. Mais écoutez, 250 non, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. 250, ça signifie que par jour, il y a au moins 250 injections qui ont été faites par des gens incompétents. 250 risques de mourir aussi. Mais bien entendu. Mais 250, mais attendez, mais imaginez que chaque patient, chaque infirmier ou pseudo-infirmier puisse avoir 3 ou 4 patients à traiter dans la journée. Mais c'est l'hécatombe. Mais c'est l'hécatombe. Et c'est pas étonnant que les nôtres meurent là-bas. C'est pas étonnant. Mais c'est quoi? Moi, je demande à ce fameux ministre, puisque maintenant, je crois qu'il y avait une dame qui était ministre, maintenant c'est un autre, c'est un jeune, j'espère qu'il a des vrais diplômes. Hein. Moi, je lui demande de s'expliquer. En tout cas, je lui demande de rétablir le droit à la réussite, le droit à la formation. Ces jeunes ont été formés. La Croix-Rouge, ce n'est pas une invention congolaise. C'est une institution internationale. Si la Croix-Rouge a pris le risque de former les jeunes, ces jeunes ont été sélectionnés. Vous voyez, ils ont été sélectionnés, mais ça ne s'est pas arrêté là. Non seulement ils sont sélectionnés, ils sont formés. À l'issue, ils ont une autre sélection, qui est le concours. Et tout cela, tout ce parcours du combattant, ils l'ont réussi. À la fin, c'est pour se retrouver à la maison. La jeune qui m'en a parlé a passé au moins 3 mois, 4 mois de dépression. De dépression, parce qu'elle s'était donnée totalement à cela. C'est donné totalement. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi? C'est quoi? Et ce ministre, il doit démissionner. C'est quoi? Quel est son rôle? Il est là pour quoi? Pour qui? Si c'est la ministre qui était là avant, qui est responsable, mais il faut l'appeler. Moi, je veux l'appeler pénalement, en disant bien que si l'affaire, il faut qu'ils fassent attention, parce qu'ils ont l'habitude d'étouffer les affaires. Mais si la Croix-Rouge est vraiment concernée par cette affaire, on n'est plus sur la juridiction congolaise. Donc, nous allons toucher une juridiction internationale. Et ils ont peut-être intérêt de vite régler ce problème-là. Parce que même s'ils font disparaître les listes congolaises, la Croix-Rouge, vous êtes sûr qu'elle n'a pas de liste des vrais admis? Elle doit normalement en disposer, mais bon, donc voilà, comme je disais, qui relance ce phénomène des faux diplômes, on l'a dit d'ailleurs au CHU. Là encore, c'est au CHU, bon, je sais probablement que dans tous les établissements hospitaliers du Congo, ce phénomène doit être valable. Et comme on l'a dit aussi, que c'est quand même un domaine très sensible qui concerne nos vies à nous. Et ça me fait penser finalement, et on peut faire un lien d'ailleurs à la déclaration de Christian Kemba, un ancien maire de Brazzaville, qui disait que la morgue était un poumon économique pour son institution. Et est-ce qu'on peut penser par là que finalement, c'est tout un système bien organisé, savamment organisé, pour voilà, faire du commerce sur les décès, la mort des Congolais? Ah oui, mais très probablement. J'ai appris aussi, puisque j'ai demandé à mes services d'enquêter, que le service de la morgue appartient, c'est un service qui est géré au profit de Madame Sassou.
Donc, on tombe dans quelque chose qui est très grave. C'est-à-dire, on fait du commerce, et évidemment, avec nos vies. Parce que si les médecins étaient compétents, si les infirmiers étaient compétents, vous imaginez bien, M. Perrin, que puis c'est un système économique, il n'y aura pas beaucoup de morts. Il n'y aura pas On est beaucoup de d'accord. morts et donc la morgue ne fonctionnera pas et donc le système va tomber. Voilà pourquoi il faut donc en fait Des faux diplômés. empêcher, voilà, il faut des faux diplômés, empêcher les compétents de venir dans ce domaine pour En éviter fait, qu'ils sauvent des vies. c'est un système criminel. C'est un système totalement criminel qui n'est là, qui n'a été institué que pour tuer les gens. Tuer les gens, parce que vous savez qu'au Congo, selon aussi ce que j'ai appris, on peut pas mener comment on appelle ça, son cercueil, vous voyez. C'est-à-dire que le cercueil de ses Vous ne pouvez parents, pas il faut acheter un l'acheter. cercueil ailleurs, vous devez l'acheter Donc, vous à la devez morgue de l'acheter là-bas. Brazzaville. Et même quand on va faire les enterrements, il y a des, sauf si vous sortez de Brazzaville pour aller enterrer vos parents dans le village, comme dans ma famille à moi, on a été résolu à ce genre de choses, ces situations. Mais autrement, il y a aussi un service qui conduit à certaines terres où on va enterrer les gens. Donc, en fait, c'est vraiment du commerce à l'état pur. Et j'ai envie de dire, le ministère de la Santé n'existe pas dans ces cas-là. Il n'y a pas de ministère de la Santé, puisque si ce ministère ne produit que des faux diplômes ou des faux diplômés, si ce ministère change les listes de ceux qui ont le mérite véritablement d'exister en tant que diplômés, comme ça se fait dans le monde entier. S'ils ne soumettent que les copains, les copines, et puis qui viennent là, à la limite, on leur donne la seringue pour aller tuer les Congolais. Puisque une fois que c'est tué, le commerce commence. Une fois que c'est tué, Madame Sassou peut avoir de l'argent, puisque le système de morgue et consorts, ça le concerne. Une fois que c'est fait, ceux qui font les cercueils peuvent avoir de l'argent. Une fois que c'est fait, ceux qui ont des terres pour enterrer, c'est du monopole pur. C'est du monopole pur. Mais Maître Dominique Coucou, qu'est-ce qui peut expliquer finalement la mise en place d'un tel système où il faut sacrifier la population pour en tirer, je ne sais pas, comme on est en train de le dire ici, pour faire profit qu'est-ce qui peut justifier un tel système? Parce qu'évidemment, ici, ça nous rappelle d'ailleurs ces morts qu'on nous présente tout le temps, où déjà en 2020, on nous parlait de près de 700 cadavres abandonnés dans les morgues de Brazzaville. Et en 2022, là, on nous a parlé de près de 600 cadavres aussi qui avaient été entre guillemets, abandonnés dans les morgues. Mais lorsqu'on parle évidemment du système de santé tel que nous sommes en train de le découvrir, on a l'impression que c'est un système qui a été mis expressément en place, mais non pas pour sauver les vies au Congo, mais pour voilà, les précipiter à la mort. Non, mais moi je dis qu'il n'y a pas de ministère de santé chez nous. On devait l'appeler le ministère de la mort. Et cela irait bien. Non seulement il n'y a pas cela, mais également ce qu'il explique, c'est que tout le système est fondé sur le profit. Je crois qu'il y a eu même un problème au niveau de l'ENAM, ou l'ENAM, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, l'ENAM en 2018-2019, bien entendu, là où on affiche, d'abord on délibère un concours, et 2 semaines après, on vient afficher une liste des admis, une liste additive des admis 2 semaines après. Au Congo, le ridicule ne tue pas. Et c'est cela qui ne va pas. C'est ce qui fait que de manière générale, en fait, le Congo, c'est Cuba. Vous avez suivi la déclaration de Cuba qui a déclaré que le Congo était un État voyou par rapport au problème des étudiants qu'on a ramassés là-bas. Simplement, ils faisaient la grève puisqu'ils demandaient de l'argent, leur bourse, en fait, leur bourse qui n'était pas payée à Cuba, à La Havane. Donc, les gens pensent que toutes ces choses ne sont pas connues internationalement. Mais le Congo est un véritable État voyou. Et moi, je m'énerve quand ça touche nos jeunes. Et nos jeunes qui ont la volonté de travailler, nos jeunes qui ont la volonté d'être formés, nos jeunes à qui le pays doit un avenir. Nos jeunes à qui ce ministre doit
des salaires. Il y a c'est quand même plus de 16 mois de salaires non payés, qu'on appelle bourse, qu'on appelle tout ce qu'on veut, mais certainement, si je devais faire, analyser les comptes du Congo, on va trouver de l'argent versé par la Croix-Rouge. L'audit, voilà, justement, merci beaucoup pour l'expression, mais on va retrouver de l'argent versé par, par la Croix-Rouge. Et cet argent est parti où? Dans quelle poche? Alors, Maître Dominique Nkunku, est-ce qu'on peut penser que c'est une stratégie de gouvernement, tuer l'éducation d'un pays? D'ailleurs, avant de répondre à la question, je vous propose plutôt de suivre avec moi cet extrait. Je crois que c'est la réponse de Denis Sassou Nguesso. Il répondait à un journaliste sur un plateau de télévision à la question sur l'éducation, bien entendu, au Congo-Brazzaville. Écoutez ce qu'il a raconté. Merci. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Voilà, Maître Dominique Nkunku, vous venez de suivre avec nous cet extrait où Denis Sassou Nguesso lui-même dit le Congo avait atteint un certain record, bien sûr, en matière d'éducation, mais à un moment donné, ils ont décidé de détruire. Il, donc, lui, parmi ceux-là qui ont décidé de détruire l'éducation du Congo. Mais vous savez, c'est ça le paradoxe. Je me rappelle avoir eu un entretien avec Léopold Sédar Senghor quand il s'était retiré de la présidence. Je crois que c'est une semaine après avoir été admis à l'Académie française. J'ai discuté avec lui et avec le directeur d'un journal qu'on appelle Le christianisme au XXe siècle. Donc, on a fait une interview et on parlait du budget. Il disait, vous savez, vous allez trouver des Sénégalais partout. Les Sénégalais sont reconnus comme des grands travailleurs partout. Mais parce que nous avons mis plus de 50% du budget au profit de l'éducation. Or, quand je regarde les autres budgets d'autres pays africains, ils ont plus de 60% qui a été affecté aux armes, à l'armement. Et je crois que, sans le dire, il parlait du Congo. Le Congo fait partie de ces gens-là. Quand Sassou dit « nous avons décidé », il aurait pu avoir, je dirais, la sincérité de dire « j'ai décidé de détruire le système d'éducation du Congo ». Et nous avons là un exemple précis. Ces jeunes, je dirais au fleuron de l'âge, qui ont vraiment envie de travailler, envie d'avoir un travail, qui bravent l'épidémie pour se former, pour se forger un avenir. Et à la fin, on les enlève. Mais en fait, c'est une stratégie de destruction du Congo. Parce que du temps de Youlou, de Massamba Deba, toutes ces personnes-là, en fait, le Congo, surtout à l'époque entre Youlou et Massamba Deba, je crois que faisait partie la scolarité était la plus importante de l'Afrique. Je crois que c'est autour de 99, enfin, en tout cas, ça dépassait les 90%. 99%, oui, le taux d'alphabétisation. Et actuellement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, c'est tout le contraire. Et évidemment, puisque Denis Sassou Nguesso lui-même le reconnaît, qu'ils ont détruit l'école, l'éducation. Bien sûr, parce qu'au fond, les Congolais, souvent, quand ils entendent des choses comme ça, ils le mettent dans l'anecdote. Mais ils devraient dire que c'est grave. C'est ça quand je parle même du génocide. Mais on peut génocider tout un peuple intellectuellement. Le Congo ne peut plus faire le poids devant les je dirais, devant les autres nations.
quand on pense comme ça signifie qu'on pense le mal du pays. On veut que le pays recule. Quand on pense comme ça, d'ailleurs lui-même, Sassou, est-ce qu'on a vérifié les diplômes de Sassou? Personne n'a vérifié les diplômes de Sassou. Vous l'avez vérifié? C'est tellement long. Sassou Nguesso lui-même, je sais pas, il est moyennement formé, pardon. Donc, je comprends que pour lui, c'est pratiquement une haine. Il faut absolument détruire ceux qui sont formés. Donc, il faut détruire ceux qui ont la volonté d'être formés. Mais à la place, qu'est-ce qu'on fait? Le système qui avait commencé avec Ngwabi, le Yaka Noki Noki, vous voyez, il a amplifié. C'est devenu maintenant même le fonctionnement de l'État. Mais les conséquences, c'est que nous allons vers la catastrophe. Nous allons vers la catastrophe. Et c'est pour cela que le travail que vous faites, vraiment, je me permets publiquement de le dire, est un travail énorme. Un travail énorme. Parce que, vous savez, vous avez peut-être le sentiment que c'est des coups d'épée dans l'eau. Non. Non, la preuve, si ces jeunes viennent jusqu'à moi, c'est parce qu'ils sentent qu'il faut qu'il y ait des aînés qui parlent d'eux, mais qui parlent d'eux avec qui? Avec vous, vous comprenez? Et j'aime toujours à dire là, cette phrase de Jésus qui dit que ma parole vous a lavé. Et je crois que le peuple congolais a besoin d'être lavé pour que l'injustice ne glisse pas, pour qu'on comprenne que quand on va renverser Sassou, c'est tout un travail énorme. Vous voyez, s'il n'y avait pas ce Canadien-là, comment on aurait su qu'il y a 150, 250, c'est 250, hein, 250 faux diplômés, oui. Mais comment on l'aurait su? Oui, il faut qu'il y ait des gens qui ont une autre logique, qui pensent que pour bien faire fonctionner la machine, il faut qu'il y ait des ingénieurs, des techniciens, des médecins, pour qu'on puisse dire, mais toi, tu n'es pas diplômé, l'autre ne l'est pas. Sinon, c'est le donc, système. à côté de 250 faux diplômés, il y a eu également 120 fonctionnaires fictifs, alors que dans le même temps, il y a des jeunes Congolais qui ont appris, qui ont été formés quelque part, qui attendent d'être intégrés. Et qui ne le seront peut-être jamais. Qui ne le seront jamais aussi, en fait. Mais cependant, on a 150 fonctionnaires, 120 Oui. plutôt, fonctionnaires au CHU fictifs, qui touchent un salaire tous les mois. Le salaire va, pas. mais ce salaire va chez qui? C'est aussi la question. La question est posée, oui. Mais bien entendu, parce que s'ils sont fictifs et que le salaire est quand même payé, il doit aller quelque part. Vous voyez, et maintenant, bon, c'est peut-être pas l'occasion, puisqu'on aura ça sans doute, si vous m'invitez encore une fois, l'occasion de vérifier. Ils ont mis un système de recrutement qui passe par la présidence. Mais à chaque étape, il faut verser l'argent. C'est-à-dire? Ça signifierait en clair que si vous cherchez un travail, vous allez trouver des sortes d'agents, des gens qui sont là. Et ces gens, ils vous font une sorte de pré-recrutement. Et ce pré-recrutement aboutit à un versement d'une autre quantité d'argent. Eux, ils sont payés. Il faut après payer une quantité d'argent qui va vers la présidence, puisque c'est la présidence qui doit valider. Et quand la présidence a validé, ça revient chez un autre groupe qui va vous affecter, mais à chaque étape, il faut payer, qui va vous affecter dans la fonction publique. Mais encore faut-il que vous trouviez un travail qui corresponde à vos compétences. Nous sommes en danger, M. Perrin. Ce n'est pas seulement les gens tremblent parce qu'ils disent oh là là, Kunku est courageux. C'est pas un problème de courageux, j'aime la justice. Il faut aimer la justice pour aimer le Congo. Mais il y a tout un système. Il faut verser tant de temps. Les gens n'ont pas d'argent eux-mêmes. Ils n'ont même pas de quoi vivre. Mais malgré tout, on leur fait serrer la ceinture pour verser un peu d'argent, un peu d'argent, un peu d'argent. Et
Là-bas, chez Sassou, je ne sais pas, la dernière fois, je lisais un rapport, je ne sais pas combien de gens travaillent avec des milliards et des milliards. Il faut encore donner de l'argent là-bas pour espérer avoir un jour votre nom sur la liste des fonctionnaires du Congo. C'est la catastrophe. Oui, c'est la C'est la catastrophe. Alors, on catastrophe. va peut-être terminer par une toute dernière question. Ceci avait été, je crois, dit par le journal Libération. Nous sommes en octobre 2021, que l'élite politique congolaise fonctionne comme une mafia, puisque tout dépend évidemment du système politique. Alors, Libération avait Moi, je dit, dirais même, il y a un an de cela, que le système politique congolais fonctionne comme une mafia. moi, je dirais c'est comme une mafia criminelle. Donc, je dis oui, je suis d'accord avec le, parce qu'on ne peut qu'être d'accord. On ne peut qu'être d'accord. Mais c'est criminel, à la fois criminel économiquement, puisqu'on demande de l'argent pour avoir le bac, pour avoir ceci, on demande de l'argent. Criminel parce que, vous voyez, c'est le cas des jeunes. On tue des jeunes. Cette jeune qui m'en a parlé a failli se défenestrer, a failli se jeter par la fenêtre, a failli se tuer. Mais, mais, mais c'est voulu, c'est voulu. Mais criminel également parce que, je dirais, c'est un système qui détruit le mérite comme mode de fonctionnement. Parce que quand on va prendre quelqu'un qui sort de sa pêche pour aller à l'hôpital général, mais évidemment, ce monsieur qu'on va prendre là-bas, il sera Oui, content d'avoir un salaire. c'est un crime prémédité d'ailleurs. Le fait d'employer des gens qui ne sont pas formés dans le secteur de la santé, c'est quand même un crime. C'est un crime. Et le plus grave, pourquoi c'est criminel, c'est qu'au fond, ces criminels-là vont nourrir les morgues, puisque c'est les gens qui vont distribuer du poison, qui va tuer. Et quand ces gens sont tués, il y en a qui sont plus contents de l'autre côté. Parce qu'on va acheter des cercueils, on va acheter des draps, on va acheter tout ce système-là. On va acheter aussi des caveaux. C'est une mafia, oui, mais une mafia criminelle. En tout cas, moi, je demande que, et je le demande à Sassou, d'abord qu'il montre un jour ses diplômes, hein, parce que c'est quand même, c'est bien de parler, mais il faut qu'un jour qu'on sache finalement, celui qui prétend être le président du Congo, est-ce qu'il a au moins été à l'école? Qu'est-ce qu'il a? Tu vois? À part le fait de manier l'arme pour tuer les gens, mais est-ce qu'il a vraiment des diplômes? Et je lui demande que ces jeunes soient rétablis dans leurs droits, son terme de droit. Je dis bien, j'insiste, en termes de droit. Ils ont des droits. Ils se sont sacrifiés, ces jeunes. Ils ont étudié. Et je demande à celui qui se prétend être ministre de la Santé de nous donner une réponse. Au En tout ministre cas, de la Justice aussi. mais les ministres de la Justice, qu'ils se saisissent du dossier. Et ce fameux procureur-là qui dit en mon cabinet ou mon chien là, dans mon parquet, c'est peut-être l'occasion, justement. Vous voulez parler du procureur Okongakala, Michel. Oui, si on veut, procureur, oui, oui. Mais en fait, bon, voilà l'occasion pour manifester qu'il est vraiment un procureur. Donc, nous sommes dans un crime organisé. Et ce n'est pas cela une nation. Ce n'est pas cela un État. Quand je dis souvent que nous avons des mercenaires, je crois qu'il n'y a pas meilleure démonstration que celle-là. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas que ça s'arrête là. Je demande à ces jeunes de me contacter encore. Moi, je prendrai de l'argent personnellement pour prendre un avocat. Un avocat. Si le Congo ne sera pas capable, je sais qu'ils vont chercher à étouffer les choses, demain aussi, je vais prendre attache avec la Croix-Rouge internationale. Eux, au moins, je ne dis pas que c'est des saints, que tout va bien là-bas, mais n'empêche que c'est quand même comme le HCR, le Congo, une fois encore, va tâcher une organisation internationale. Mais il faut que les Nations Unies soient saisies, que les Nations Unies s'arrêtent.
C'est les mêmes Nations Unies, je précise. Hein. Donc, quand j'ai écrit le livre sur le génocide de Larry, qui leur avait dit, mais écoutez, si Kunku se trompe, mais dans ce cas, ouvrez les frontières à une enquête internationale. Et ces frontières n'ont jamais été ouvertes. Donc, et j'espère que cette fois-ci, les voies seront ouvertes et qu'ils vous entendent. Et nous pensons qu'ils vont agir, mais sinon, comme vous l'avez dit, puisque vous prenez le dossier en main, dans l'espoir que la situation sera décomptée. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maître Dominique Nkunku, si vous avez quelque chose à nous dire encore, vous avez quelques secondes, bien sûr. J'ai envie de m'adresser aux jeunes. Surtout actuellement, vous savez que c'est hier qu'ils ont fini, certains ont fini le bac. Et je me rappelle moi-même, j'ai passé le bac à Brazzaville. Et quand on passe le bac, c'est des pressions énormes. Dans le même temps, c'est aussi l'avenir qu'on espère. Je voudrais qu'ils ne désespèrent pas, ces jeunes. Je voudrais que les pratiques de ces gouvernements ne créent pas la désespérance chez les jeunes. Je veux que l'intelligence soit reconsidérée comme étant un bien divin. Ils sont intelligents, les Congolais. Parce que quand je vois les conditions dans lesquelles ils vivent, même ceux qui sont à l'étranger, il faut de la persévérance, il faut de l'intelligence pour atteindre le niveau qu'ils atteignent. Et dans ceux que je connais à l'étranger, je peux vous dire que les Congolais sont d'un très, très haut niveau. Et donc, que nous ne puissions pas arriver à dénigrer l'intelligence. Mais je voudrais aussi dire, et je finirai par là, à la nation congolaise, que c'est une grande responsabilité que de détruire, comme Sassou l'a voulu, puisqu'il l'a dit lui-même, que de détruire le système scolaire, de détruire le système universitaire, de détruire aussi l'avenir des gens, parce que nous faisons tous des études, mais derrière les études, nous envisageons d'avoir un travail, d'avoir une famille, d'avoir donc vraiment un avenir. La jeune qui m'en a parlé voulait être médecin, veut être médecin. Et je veux qu'un jour, qu'elle le soit vraiment. S'il y a des gens... C'est bien dommage que les rêves des jeunes soient brisés ainsi. Et donc, il faut lutter pour restaurer la culture du mérite au Congo-Brazzaville. Et je crois que c'est par là que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci, Maître Dominique Nkunku, d'avoir été encore avec nous. Et ce n'est pas fini, on reviendra toujours vers vous pour d'autres sujets. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance sur PLR TV. Likez, partagez. Et si vous nous avez rejoints pour la première fois, alors abonnez-vous pour ne rien manquer de nos programmes. Merci et on se dit à très bientôt. Merci infiniment. Merci à vous et à toute l'équipe et la vôtre. Merci infiniment.